bienvenue à bord de ce nouveau FH. Eh bien, merci. Donc nous sommes dans un OFH 540 chevaux, moteur B13, boîte à shift, un rapport de poids en 2,85, donc une orientation plutôt routière. Vous avez pu évaluer déjà en montant à bord toute l'accessibilité, la visibilité, la luminosité à bord. Tout à fait. La qualité de finition aussi. Ouais. Directement, c'est vrai qu'on... L'ergonomie des sièges, la position de conduite. Donc au niveau du siège, côté conducteur, c'est un siège à réglage électrique. Oui. Donc ça, c'est pas de l'équipement de série, hein, ça fait partie des accessoires proposés par Volvo. Nouvelle colonne de direction avec une grande amplitude de réglage de la colonne. Et la possibilité de régler l'inclinaison du volant. Ça peut permettre de vraiment trouver sa position de conduite idéale dans une grande amplitude de... Et puis le repliage éventuellement pour l'accessibilité suite à la cabine. Tout à fait. Donc on a la possibilité de monter vraiment jusque sur le tableau de bord et de dégager les accès. Donc les deux articulations de la colonne de direction se font grâce à la pédale au sol pour l'inclinaison. Donc une pression partielle permet d'incliner le volant, une pression à fond permet d'incliner la colonne. Voilà. Donc ce véhicule est équipé de tous les accessoires de sécurité proposés par Volvo. Assistance à la vigilance, anti-collision, assistance au changement de voie avec la détection d'angle mort, le suivi de ligne pour le maintien de trajectoire. Okay. Il est équipé également de la climatisation de nuit, le high park cool. Voilà, frein de parc électrique. Donc on va voir. À savoir, climatisation de nuit. C'est-à-dire que quand on est à l'arrêt, on programme la température que l'on souhaite dans la cabine. Elle est conservée. Il y a un relais qui se fait entre la climatisation et le V-Basto. Et le V-Basto pour tempérer. En fonction de la température ambiante. D'accord. Voilà, on va aller faire à partir sur un essai routier pour voir un petit peu en dynamique les évolutions. Ce véhicule est équipé du nouveau train avant, IFS, donc un peu indépendante. Les changements au niveau de l'ergonomie du tableau de bord. Donc en position centrale, le compteur avec dans l'afficheur les indications relatives à la boîte de vitesse et le ralentisseur. La commande de ralentisseur au volant. Toutes les commandes permettant de paramétrer le tableau de bord et les définitions de vitesse accessibles au volant. Tout est au volant. Tout est au volant. Ouais, ce qui est surprenant, c'est qu'on est vraiment dans des standards de voitures et de voitures haut de gamme. Quand on n'est pas dépaysé quand on sort d'une voiture, ce qui était quand même pas le cas. On a moins l'impression d'être dans un camion. Au niveau sonore. Frein de parc électrique, donc soit en retirage manuel, donc la possibilité de l'enlever sur la combinaison du pied sur le frein et de la commande de frein de parc, ou alors simplement sur indication de démarrage où le frein de parc s'enlève automatiquement. Ouais, là encore, une voiture. Il y a des phases de démarrage très souples, très douces. Donc là, vous m'avez dit 540 chevaux. 540 chevaux. Donc avec une sous-mermeur de type Savoyard 3 essieux, BTR d'environ 40 tonnes. Et les enchaînements de rapports de boîte qui se font tout en souplesse, sans claquement, sans bruit. Et les rapide. Rapide. Celui qui tient à droite. Champ de vision autour, aussi bien au niveau des perceptions angle mort qui ont été considérablement réduits grâce à une nouvelle disposition des rétroviseurs. Les vitres aussi, on dirait que les montants sont positionnés, sont plongeantes, ouais. Et les montants de porte sont orientés de telle sorte de ne pas faire barrière dans le champ de vision, mais d'ouvrir finalement. Et l'aérole accessible à très basse vitesse.
prise quoi, de débrayer. Libérer la contrainte du moteur pour laisser le véhicule emporté par son inertie, par son poids. Pendant ces phases-là, il n'y a pas de retenue. Il peut y avoir de la prise de vitesse en fonction du profil de la route. Donc ça, c'est à la vigilance du conducteur de faire attention à sa vitesse. Mais ça permet surtout de faire évoluer le véhicule pratiquement sans carburant. Ouais, c'est impressionnant. On sent que... Il est en suspension pneumatique. Suspension. À partir du moment où on a l'IFS, on a forcément la suspension pneumatique intégrale. Je sentais que le train avant, on ne le sent pas du tout. Donc on remarque... Vous allez voir sur la première partie du trajet, il y a une route bien abîmée. C'est bon pour moi à droite. Vous allez pouvoir évaluer un petit peu le confort et la précision apportée par ce nouveau train. L'évolution de cabine, les volumes disponibles à l'intérieur, la gamme équivalente, on a gagné 1 mètre cube de volume intérieur par rapport au classique. Donc entre un globe et un nouveau globe, ou un XL par rapport à l'XL, il y a 1 mètre cube de différence grâce au positionnement du pare-brise, les montants pour traverser, et tout ça sans pénaliser l'aspect aérodynamique du véhicule. J'ai là d'avoir des rangements qui sont immenses. L'augmentation du volume disponible a permis d'augmenter la capacité de rangement. On a gagné 300 000 d'espace de rangement dans la cabine. Pour des conducteurs grands routiers qui partent à la semaine, ça leur permet vraiment de s'installer comme ces familles studios sur roue. Et malgré l'état de la route, on sent rien. Le véhicule reste parfaitement stable. Il n'y a pas de mouvement parasite de trajectoire. Vous voyez, sans effort sur le volant, il est vraiment... même en tant que passager, on ne sent rien. En termes de confort, c'est fabuleux. Et en termes de sécurité, le camion ne se fait pas embarquer, il y a moins de stress lié aux déformations de la route. Donc, pourtant, là, on est sur un profil très incliné, très usé, ouais, donc très départemental, ouais. C'est exceptionnel. C'est extraordinaire. On n'a même pas besoin de parler fort pour s'entendre. Ah non, je confirme quand tu chuchotes. Et là, vous voyez, l'aérole lui permet, du fait qu'on n'a pas la contrainte du moteur, le camion n'est pas retenu par le frein moteur. Et donc, il se maintient en vitesse, il se prend et il perd en fonction des variations de relief. Et tout ça sur des consommations... à ce moment-là, juste ce qui est nécessaire pour faire fonctionner le moteur sur son régime de ralenti. Sentez la douceur de reprise du moteur, la mise en contrainte au VEB. Le ralentisseur, il a pas VEB+. Juste VEB+. Juste VEB+. Les mises en appui du train avant, etc. Il reste vraiment très stable et figé sur sa ligne de trajectoire. Donc là, au niveau des commandes, on a donc tout accessible sans lâcher le volant. Et là, je vais rappeler la CC, donc vous avez le programmateur de vitesse et d'espacement. Simplement par impulsion sur le bouton volant ACC. La mémoire est en veille à 80 km/h. Je vais rappeler la mémoire, le SSG. Je vais pouvoir définir, toujours
sans lâcher le volant, n'intéresse pas ce que je souhaite avec le véhicule qui me précède. Là, je l'ai réglé à 3 secondes et demie, donc on a des distanciels qui s'affichent sur le display. Et là, le véhicule va définir la vitesse par rapport à ce qu'on lui impose, mais aussi l'espacement par rapport à ce qui nous précède. Donc, là, ce que je cherche à vous montrer, c'est non pas une façon de conduire économique, là, c'est au conducteur de gérer le flux de circulation, c'est simplement pour vous montrer l'apport de sécurité que permet la CC en cas de modification du trafic ou d'obstacles sur le... Ouais, ou freinage brutal éventuellement. Freinage brutal. Véhicule qui précède. On peut définir également le programme éco qu'on souhaite, trois programmes possibles, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Ce qu'on va demander au véhicule de tolérer en prise et perte de vitesse. C'est-à-dire que là, il est sur un programme 1 étoile, il affiche sur les bords, donc les variations de programme se font grâce au joystick à gauche. Ouais. Et là, sur une définition d'étoile, il va accepter de perdre 1 km/h dans les zones de contrainte et de prendre jusqu'à 4 km/h sur les parties favorables. Avant sollicitation soit de l'accélération, soit du ralentissement. Voilà. Là, vous voyez, en partie centrale, à côté de 80 km/h, il nous indique que dans l'interespace qu'on a défini, il y a un véhicule devant nous. Mais comme le véhicule est à bonne distance, le camion ne fait rien. Il nous tient simplement informé qu'il est dans la limite de l'interespace. Si le véhicule devant venait à ralentir, le camion ralentirait et éventuellement prendrait le frein. Ce que je vais lui laisser faire sur la planche du gyrophare pour vous montrer un petit peu. C'est super lisible en plus, le fait de l'avoir au centre comme ça, ça permet d'avoir toutes les informations en direct, pratiquement sans quitter la télévision. Devant les véhicules freinent, le camion commence à ralentir. D'accord. Là, il sollicite du VEB, et comme c'est pas suffisant, il complète avec le frein. Là, vous touchez absolument rien. Donc là, je vais reprendre la main puisque l'action sur le frein a coupé l'action de la CC. Donc là, c'est moi qui prends les décisions et qui gère le déplacement du véhicule. Et de toute façon, lui garder éventuellement de l'élan. Tout à fait. C'est impressionnant. C'est 100% plaisir d'utilisation parce que on n'est pas agressé par la mécanique. Il y a vraiment qu'une seule chose à faire, c'est gérer le déplacement, gérer son mouvement, etc. Là, j'ai fait un rappel de mémoire pour le remettre en fonction ACC. Donc il a gardé en veille les paramétrages qu'on a donnés tout à l'heure, c'est-à-dire prise de 4 km/h dans les parties favorables, perte de 1 km/h dans les parties défavorables, pour optimiser les consommations de carburant sur des profils accidentés. D'accord. Vous voyez, comme le profil est favorable, il a réduit le tirage sur le moteur, on voit la pression turbo qui a complètement chuté. Il reste avec une légère accélération pour maintenir, puisque là tout seul le camion n'arriverait pas à prendre sa vitesse. Si on avait une pente un peu plus importante, on serait parti en aérol. Il aurait basculé en aérol. Ça donne une autre façon de conduire qui est presque, je dirais, plus intéressante, parce que j'imagine que les chauffeurs sont sûrement vraiment attachés à leur style de conduite, mais ça devient une conduite avec une autre technique qui est vraiment simple. Ouais. Ouais, je crois que le mot moins agressif, c'était ça. On se sent... Tout va bien quand on sent l'envie de partir. Là. Sur la partie basse, on est arrivé sur un trajet avec beaucoup plus de relief. Au niveau de l'indication position centrale, le véhicule est passé du mode E+, économique plus, au mode IS, qui veut dire IC. IC, c'est le nouveau système de Volvo qui permet au véhicule de mémoriser les trajets, de faire de l'apprentissage par expérience. C'est-à-dire apprentissage de la route. Apprentissage de la route. C'est-à-dire qu'il apprend les activités de la route. Et par rapport à ça, il s'adapte à sa charge, aux différentes contraintes pour optimiser la cinématique et pour permettre au véhicule de donner le meilleur de lui-même sans sollicitation exagérée. Et il tient ça avec quoi? Avec le GPS? Alors ça marche? C'est lié avec le GPS.
variations d'altitude, les contraintes qu'on rencontre sur la route. Et par rapport à ça, le moteur va donner ce qui est nécessaire pour pouvoir tenir la vitesse imposée. Et lisser un petit peu tous les défauts de conduite qu'on pourrait avoir sur la façon d'aborder une montée, de gérer la montée, les phases de rétrogradage, etc. C'est-à-dire qu'il va chercher à garder les rapports de vitesse le plus longtemps possible, dans la limite, bien sûr, de ses performances. Et il a une cartographie européenne, voire internationale, c'est capable de... Il est capable d'apprendre les routes. L'intérêt de l'apprentissage par expérience, c'est que, par exemple, vous auriez une déviation là qui se mettrait en place, la partie là, il ne la connaît pas, donc il va l'apprendre au premier passage, et au passage suivant, il connaîtra le passage, il en tiendra en compte. L'avantage par rapport à une cartographie qui serait mémorisée dans le véhicule. Il apprend vraiment les passages. Il suffit de passer une fois au cruise control, bien sûr, puisque la mémorisation ne se fait que grâce au cruise control. Il enregistre les paramètres du terrain et s'adapte par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez senti sur la partie basse, on est encore sur la partie plate de la route. La montée est arrivée, elle était donc comme ici. Il a commencé à solliciter de la force moteur pour pouvoir aborder la montée en retardant la perte de vitesse. C'est tellement doux qu'on sent pas grand-chose. Tout à fait. Là, on voit l'aiguille qui bouge pas, peu importe le fil de la route. Et il garde la douzième jusqu'au maximum de ce qu'il peut donner, en essayant de travailler toujours dans la zone de force maximum du moteur. Là, vous voyez, il n'est même pas au maximum en pression de turbo. Il commence à réguler un petit peu, on arrive sur le sommet, on va arriver sur une partie favorable, il a besoin de moins de ressources moteurs, il commence à la réduire. Sur la relance, et maintenant il va sent le moteur qui envoie de moins en moins, tout en gardant cette reprise de vitesse. On descend, il a remis ses 4 km/h. Il bascule instantanément en aérobe et il va se laisser porter par le profil de la route. Là c'est impressionnant. Là, un conducteur a tendance à garder l'accélérateur encore un peu et passer de l'accélérateur au ralentisseur directement. Toujours avec le paramétrage, plus 4 km/h qui est descendu, puisque je suis un peu moins vite. Il a commencé à prendre simplement du moteur pour contrôler sa prise de vitesse. Et en fonction de la poussée du terrain, il va solliciter le ralentisseur progressivement pour tenir l'allure. C'est impressionnant. Et là, on a senti commencer à prendre du ralentisseur. On sent que le côté qui pourrait être objecté de dire le chauffeur avec tous ces systèmes, le chauffeur ne fait plus rien, qui sont souvent des choses qu'on entend, etc. C'est même complètement l'inverse. À la limite, il a beaucoup de choses intéressantes à faire s'il veut optimiser sa conduite, sa consommation. C'est plus les mêmes manettes, c'est tout. Ça reste. Tout à fait. Après, ça part de pédale conducteur, c'est-à-dire qu'il y a toujours la responsabilité du conducteur au niveau de la gestion du déplacement et du véhicule. Ça lui permet d'avoir des phases sur des trajets autoroutiers, par exemple, grands routiers. Le conducteur ne peut pas être à 100% du matin jusqu'au soir. Il faudrait être un surhomme. Tout à fait. Là, ça permet d'avoir des phases où le conducteur, quand il se sent un peu moins performant, pouvoir faire confiance à son véhicule qui assure le relais pour être plus haut. Le système gère les temps de conduite. On a la possibilité d'avoir l'affichage en direct des temps d'activité en cours, la conduite continue, à
bien la conduite sur 2 semaines. Ouais, selon le type de transport à effectuer, si c'est de l'inter ou du régional, on sait. Ce qui permet au conducteur d'avoir en visuel directement toutes les informations relatives à ses temps de conduite, à la réglementation. Ça, je pense que c'est très important parce que c'est quand même un petit peu confus avec une simple gestion par le tachygraphe. Si on a une indication de ça, je pense que c'est bien. Effectivement, le fait d'avoir la possibilité d'accéder aux données de conduite en lecture directe évite d'avoir à aller chercher pour le tachygraphe et voir où est-ce qu'on met les activités. Quelle est cette grosse télécommande que vous avez sur le montant là ? C'est ce qui permet d'avoir accès à toutes les commandes liées au véhicule. Donc les fonctions de base sont les commandes de suspension, lever, baisser les suspensions, la manette qu'on avait précédemment vers les sièges. Donc ça c'est un équipement complémentaire, il existe toujours en domination de base. D'accord. On peut aussi lui affecter des fonctions complémentaires, mise en route du moteur, commande des prises de force, commande des accessoires, commande des feux, etc. sans être forcément dans la cabine. Le conducteur qui est en train de charger son véhicule. J'ai besoin d'enclencher une prise de force. Par exemple, avec une pulve allumante, il est à l'arrière en train de faire tous ses branchements. Une fois que les branchements sont faits, il peut mettre le moteur en marche, mettre en route sa prise de force et commander ses accessoires sans avoir à revenir à la cabine, en veillant simplement le déchargement derrière. Vous voyez la fonction break qui est maintenant du ralentisseur, qui est accessible sur toutes les commandes, tous les niveaux de ralentisseur, et permet d'aller chercher le régime maximum pour tirer les meilleures parties du ralentisseur. Au niveau de Saturn, vous voyez pour l'instant, j'ai encore pris les freins. Je vais prendre juste en phase finale pour le du giratoire. Et aussi avec la télécommande, la possibilité de gérer tous les paramètres de suspension, hauteur, inclinaison avant-arrière, transversale éventuellement pour les chargements qui serait pas dévers, par exemple. Possibilité aussi de relier les accessoires carrossiers avec la télécommande. Donc ça, c'est des paramétrages qu'on peut intégrer à la manette. Commandation centralisée, des choses comme ça, éventuellement. Oui, éventuellement, les ouvertures, fermetures. Et pour ainsi dire, la limite à l'imagination des fonctions qu'on peut appliquer là. Oui, c'est vraiment une interface à distance des commandes du véhicule. Il suffit simplement après de donner les fonctions au boîtier. Donc c'est un paramétrage qui se fait dans les ateliers. Ça donne les indications de poids aussi. Avec toute la nouvelle réglementation qui arrive relative aux 44 tonnes par exemple, les problèmes de répartition de charge, de poids à l'essieu, etc. On peut avoir vraiment le détail, essieu par essieu, des charges sur le véhicule.
À droite, également, je maintiens qu'il y a personne derrière, ce sera droit. C'est pas une obligation, ça. Légal. Lecture de ligne, non. Certains sont de nouveaux moteurs qui se régulent en. Ouais, parce qu'il y a plus favorable. On voit la pression de tourne qui chute. Après, il ne va pas se déclencher en aéron puisque le profil n'est pas suffisamment favorable pour pouvoir des véhicules. Je vous ai montré les vertisseurs à droite. Les vertisseurs à gauche, ils sonnent du côté où le conducteur empiète sur les lignes. Bien sûr, cette fonction est désactivée à partir du moment où on met le clignotant, puisque par votre conséquence, si on met le clignotant, c'est qu'on va faire un doublé. L'impression d'emmener 40 tonnes. Si on se borne à l'aiguille de compte-tour, on n'a pas bougé d'un millimètre. Dans la zone, toute la ressource doit pouvoir maîtrisant la consommation, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un rétrogradage inutile, faire prendre le régime, ce qui ferait consommer plus le véhicule et qui ne ferait pas forcément prendre de vitesse, bien au contraire, parce qu'on serait sur un régime trop élevé, il se maintient vraiment dans la partie où il y a toute la force nécessaire pour battre le véhicule. Vous voyez, il arrive même sur les parties moins prononcées à reprendre de la vitesse. Et donc là, en haut du col, il va se remettre comme tout à l'heure, à anticiper la descente. Tout à fait. Il va même l'anticiper de manière surprenante, c'est qu'il va accepter de perdre de la vitesse avant d'arriver au sommet, sachant que ça redescend derrière, et vous allez voir à quel moment il va basculer en ligne. C'est pas forcément l'endroit où la majorité des conducteurs l'aurait lâché l'accélérateur. Là, il avait son pression de turbo là. Ah oui, effectivement. Quasiment plus d'accélération. Là, il est toujours au moteur parce qu'il y a un légèreté. Mais juste ce qu'il faut, il commence à remettre du moteur avant d'attaquer le pédale suivant. Et ça se fait vraiment avec beaucoup de douceur. Il n'y a pas d'à-coup, on ne sent pas de brutalité à la reprise de l'accélération. Ça nécessite une bonne mise en main quand même au chauffeur.
la route qui va faire le véhicule grâce au cruise control. La possibilité qu'il y ait aussi que les véhicules communiquent entre eux. Ça veut dire que vous prenez une route pour une première fois, des flashs qui ont déjà passé, vous pouvez s'échanger les informations sur la topographie qui vont leur permettre d'être performants dès les premiers passages à partir du moment où déjà un repérage a été fait. En quelque sorte, c'est le monde de l'union commune où chaque véhicule va prendre des informations qu'il a besoin. Donc il y a un interéchange qui se fait sur les tours de route. Et après, ça sur les parties, on va dire, très roulantes où se cite le cruise control. Sur les autres parties, ce qu'on aurait dû faire en partant tout à l'heure, ce qu'on va faire là sur le retour, il y a toutes les parties où le conducteur gère son véhicule. Il y a l'apprentissage des principes, bien utiliser le véhicule, bien maîtriser ses performances, optimiser les consommations. C'est surtout l'optimisation de la conso et qui est dans les guerres en ce moment. Et ça, c'est un véhicule Euro 6. Euro 5. Euro 5, tu veux. Le principe restera le même sur Euro 6, de toute façon, c'est. Le principe, après, il va y avoir des évolutions en termes de dépollution, en termes d'électronique embarquée sur la gestion des moteurs, pour la dépollution. Sur la partie basse, il y a toujours un IC, il y a un lâcher ralentisseur. Même pour quelques mètres, si c'est suffisant, il le fait. J'ai fait la transition, j'ai coupé l'ACC, je reprends la main sur le véhicule, puisque là c'est une partie qui est à gérer par le conducteur, le véhicule. C'est pas au véhicule de gérer les incidences de circulation à ce niveau-là, c'est au conducteur de le faire. Et l'aérole, physiquement, ça marche comment? C'est pas l'embrayage? Si, ça au niveau de l'embrayage. C'est quoi? C'est au niveau de la boîte? C'est au niveau de la boîte. On libère au niveau du split, on enlève la contrainte du moteur. D'accord. Alors à l'afficheur, il nous indique le neutre, mais ce n'est pas un vrai point mort, puisque le rapport de boîte reste toujours engagé. On a toujours le rapport de boîte correspondant à l'allure à laquelle on est. Ce qui permet d'avoir, au moment de la reprise de la sollicitation, d'avoir tout de suite le bon rapport de boîte. Et pas d'un coup. Et là, j'enlève le ralentisseur. Au profil défavorable, donc c'est de la perte de la vitesse. Il nous affiche en neutre, donc en aérole. J'ai lâché le ralentisseur en 11e. Quand je vais le reprendre, ensuite aller rechercher, avoir le rapport de boîte idéal et réadapter par rapport aux sollicitations que je demande. Il manquera plus que l'hybride après. Récupérer de la puissance en descente. Et lancer de Formule 1. Oh, pas tout à fait. Je pense qu'il y a un peu moins de confort dans une Formule 1. Ah oui, ça semble évident, ouais. Je sais pas si vous avez senti dans le giratoire, malgré la route qui est défoncée, une trajectoire assez marquée. Il n'y a pas de dribble au niveau du train avant, le véhicule reste parfaitement stable. Sur des Si rails. on voit votre volant, c'est vrai que. Alors, ce qui fait qu'on gagne énormément en stabilité grâce à ce nouveau train avant, c'est que sur un train avant rigide, à partir du moment où on va prendre une bosse, par la liaison du train avant, elle va prendre de l'axe
effectivement télé, avec le support d'écran au-dessus de la tête. Et donc le son qui sort par les enceintes du véhicule. Système Bluetooth permettant de connecter le téléphone via Bluetooth au véhicule, avec des reconnaissances automatiques en approche, comme on a en automobile. Avec toutes les commandes sur l'écran de portée là, actif, le système audio, le téléphone, Dynafleet, le système de géolocalisation, retour de la liste d'utilisation du véhicule, collecte de données conducteurs, collecte de données tachographes. Dynafleet anticipe tout ce qui est entretien, prévision de cycle de vidange, des choses comme ça. C'est possible. Alors, il y a la possibilité de suivre le plan d'entretien du véhicule en direct et réadapté par rapport à l'utilisation qui en est faite. Donc ça, après, c'est plus des techniciens d'atelier et des commerciaux qui sont renseignés sur ces paramètres-là. Mais effectivement, il y a la possibilité de suivre à distance le vieillissement du véhicule et ses contraintes d'entretien, avec la possibilité d'alerte par rapport aux visites obligatoires, au tachographe, visite de ligne, etc. Possibilité d'un système GPS, possibilité d'un accessoire d'une caméra de recul, donc avec toutes les fonctions nationales. Oui, qui est un accessoire avec caméra d'air qui va se trouver beaucoup d'applications. Ça c'est vraiment demandé. C'est que la sécurité. C'est vrai qu'à l'arrière d'un véhicule. L'anglement sur l'arrière est tel qu'effectivement en manœuvre, le fait de pouvoir avoir un visuel sur ce qui se passe à la proximité du véhicule reste toujours sécurisant. Très pratique aussi pour les ensembles type train routier, pour les systèmes d'attelage. Caméra positionnée au bout du crochet permet en approche pour atteler, évaluer les hauteurs de crochet, proximité du crochet, le verrouillage. Chauffeurs d'anciens FH font signe. Beaucoup de conducteurs que l'on croise, effectivement, qui identifient le nouveau FH, nous font signe, témoignent de leur plaisir de croiser ce véhicule. À quand le mien? C'est impressionnant. Que j'ai provoqué, puisqu'on est sur un profil favorable, donc là le doigt nous emmène. En plus, on va prendre la prochaine sortie, il n'est pas nécessaire de tenir absolument le dur pour passer de l'accélérateur au frein directement. On passe par une phase, là en consommation, on est à 1,1 litre. Là, en instantané, 1 litre. En instantané, on a 1,1 litre. C'est 57 carburant nécessaire pour faire fonctionner le moteur sur le régime de route. Oui, le graissage, des boîtes, etc. Je suis sur un écran de ralentisseur, je sollicite du break pour avoir du régime moteur et de mettre le ralentisseur instantanément à l'accentuation du ralentisseur. Gestion moteur-boîte, en fonction des sollicitations, le moteur utilise vraiment toute la plage de régime possible pour limiter le nombre de passages de vitesse, donc limiter les appels de consommation. C'est-à-dire qu'il est capable bien sûr de sauter plusieurs rapports si c'est en phase de descente. Et là, sur la sortie du CD de passage, on nous a fait des enchaînements 9e, 11e, donc aller chercher un peu plus de régime moteur pour pouvoir sauter la 10e.
final en consommation, parce que mine de rien on s'aperçoit pas, mais des phases d'aérol il en passe quand même quelques-unes, hein. Sur un trajet comme on vient de faire, certes c'est un petit peu vallonné, c'est souvent, hein. C'est très Et souvent, effectivement à des endroits où on pensait pas arriver, je pense que voilà, l'habitude fait qu'on ça reste accéléré jusqu'en haut éventuellement, et on anticipe un petit peu. Ça monte jusqu'à 750 chevaux. Alors, en moteur 13 litres, disponible 420, 460, 500 et 540 chevaux. Ouais. Et en moteur 16 litres, donc la gamme supérieure, 540, 600, 700 et 750 chevaux. Donc ces gammes-là, plutôt destinées aux charges lourdes, combat exceptionnel, activité de crinière, etc. Des activités. Et sur le 16 litres, les principes de gestion sont exactement les mêmes. On peut avoir les mêmes systèmes que ce que vous avez là sur un 13 litres à vocation plus routière. Convoi exceptionnel, il sait faire les mêmes choses. On en a peut-être moins le besoin, mais ceci dit avec des très fortes charges par exemple, en lui indiquant une vitesse moyenne qui doit être vachement moins importante, ça doit être plus facile à gérer aussi le véhicule, quoi. Il y a tel chauffeur qui doit avoir besoin vraiment de se concentrer sur la charge, le poids, le dépassement de... Tout à fait. Donc, sur les phases de convoi effectif, ici, il aura fort probablement peu d'intérêt dans la mesure où les vitesses sont très, très variantes. Par contre, sur les retours à vide, ici, il pourra présenter effectivement de gros intérêts sur les phases de retour à vide. Oui, comme ça. Après, là ici, pour être actif, il faut que le véhicule ait une vitesse d'au moins 60 km/h, que le ralentisseur soit en mode automatique, la boîte en mode automatique et bien sûr en cruise control. Je vais montrer le gain de maniabilité qu'on a grâce au bois indépendant. C'est normal pour tourner ici, on irait chercher très large pour tourner. Pour tourner comme j'ai fait là, avec un rigide, on aurait pu tourner à l'extérieur. J'étais pas en lutte de direction. Est-ce que le rayon de braquage est meilleur ? La réactivité de la boîte permet aussi des espaces très serrés comme là, très confinés dans des manœuvres. Oui, c'est ça que je disais par rapport. Voilà, le chauffeur, il s'occupe de sa charge et quelque part un peu moins du véhicule dans des phases où ça sert à rien. Tricoter, je pense que déjà la boîte auto doit aider énormément. Il n'y aura plus de vente en boîte mécanique. Il existe d'ailleurs en boîte mécanique ? Il existe. Potentiellement, il existe. Il existe. Maintenant, les activités ne permettant pas de... Les activités de la chiffre ne répondraient pas aux besoins de l'activité. Il faudrait vraiment des contraintes extrêmes et très particulières. Ouais, de rouler bloqué sur un rapport, par exemple, ou quelque chose comme ça, et encore, c'est ça. Des fonctions qui sont accessibles avec la boîte, puisqu'il y a différents programmes pour répondre aux différentes contraintes. On est sur un programme Fuel Eco qui permet d'optimiser la consommation de carburant, la gestion du moteur pour du grand routier. On a des programmes pour la distribution, pour la construction, pour le chantier, pour le convoi exceptionnel. Donc des programmes spécifiques qui gèrent la boîte de manière différente en fonction des contraintes de l'activité. La possibilité de reprendre la main sur la boîte. Vous avez vu que sur le parcours, pas souvent on aura envie de reprendre la main. Elle est très intuitive, très réactive. Vous voyez, même là, basse vitesse, il fait l'approche en libre. Au moment de reprendre le moteur, on reprend instantanément au bon régime moteur avec la ressource nécessaire. Là, je suis à 25 km/h. J'ai lâché la contrainte sur la cinématique. On est en aérol.
moteur, le frein de parc se mettra automatiquement. Si le moteur tourne, qu'on ouvre la porte et que le frein de parc n'est pas serré, on aura des alarmes de frein de stationnement. On a changé de génération. Hein. On est sur une autre planète, on approche de la 4e dimension. Peut-être même de la 5e. Ouais, mais avec une facilité. Bon, bien sûr, vous avez sûrement l'habitude du véhicule, mais le sentiment de confort, de sécurité, puis de facilité. Le global du truc, c'est non, franchement, très abordable, très accessible, impressionnant. Et ben, merci pour la démonstration. Et puis, je vais vous laisser aller voir mon collègue en bas. Oui. Quelles sont vos impressions après ce tour routier en nouveau Volvo FH ? Bah écoutez, comme je le disais au chauffeur là qui m'a gentiment fait faire le tour, c'est très 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 impressionnant. On a le sentiment d'être dans un véhicule dans lequel j'étais jamais monté. Un sentiment tout de suite au départ d'extrême confort. Dans un véhicule qui a une belle qualité de finition. Je sais que si on aime un peu la mécanique, on se retrouve vraiment dans un standard voiture. Je trouve que c'est vraiment un beau véhicule. Alors après, le comportement routier et tous les systèmes automatiques que je vous ai expliqué, d'iRoll, etc., dédiés à la consommation du véhicule, et le comportement général, ce qui en ressort, c'est une facilité d'utilisation. Alors je sais pas si c'est le chauffeur qui était doué ou si le véhicule a vraiment directement toutes ses qualités, mais c'était très très impressionnant. Moi j'ai vraiment apprécié le comportement général de l'ensemble. C'est l'aspect que vous avez particulièrement apprécié ? Ah ouais. Moi je suis pas chauffeur, hein, donc j'ai un regard un petit peu détaché, mais pour monter souvent à bord de véhicules, on a vraiment changé de catégorie de matériel. Je trouve que j'ai jamais monté encore une fois dans un véhicule qui se comportait comme ça. Le train avant, le confort général, le silence de fonctionnement. Je pense que les chauffeurs seront super contents de ce matériel, tout à fait. Merci beaucoup monsieur, bonne journée. Merci.